chez Dandelion. Exactement. Le complexe de Gaïa, contribution à une éco-psychanalyse. Bien entendu, vous êtes un psychanalyste et vous commencez votre bouquin en parlant d'Antiphon, en disant que finalement, Antiphon, moins 484 avant Jésus-Christ, c'est le premier des psychanalystes. Alors, d'une certaine manière, vous en faites l'arrière-arrière-grand-père de Freud. Il faudrait que vous nous expliquiez l'arrière-arrière-grand-père écologique de Freud. Il faudrait que vous nous expliquiez pourquoi. Voilà, ce qu'on sait, c'est qu'il existait donc un certain Antiphon, donc qui est un peu l'aîné de Socrate, et qui a publié un traité d'interprétation des rêves. Et donc il expliquait, prétendait qu'il pouvait interpréter les rêves et que dans les rêves, il pouvait situer l'origine des souffrances d'une personne. Non seulement il pouvait interpréter les rêves, mais il prétendait, c'est ça qui est fort vraiment qui est très très fort, il prétendait pouvoir guérir par la parole. Donc il pratiquait ce qu'il a appelé l'art de déchanigrer par la parole. Donc à ce titre-là, il est aussi connu pour avoir en quelque sorte inventé le métier de logographe, donc, qui est l'ancêtre du métier d'avocat. Et il faisait partie donc de ceux qui pensaient que il était bon, il était louable, non pas de suivre les lois de la cité, mais plutôt de suivre les lois de la nature. Donc il est effectivement fait partie, on va dire, d'une tradition philosophique. On retrouve ça en Chine antique aussi, chez Lao Tse par exemple, l'idée qu'il est bon pour l'être humain de vivre en accord, en harmonie avec les lois de la nature. Antiphon parle d'interprétation des rêves, et c'est exactement l'ouvrage de Freud, interprétation des rêves. Vous parlez dans votre ouvrage de régression. Alors, pour Freud, la régression, c'est un retour, un repli, une marche en arrière vers une image sensorielle de naissance. Et vous parlez de régression thalassale. Alors, il faudrait que vous nous en disiez un peu plus sur cette régression thalassale. L'idée qu'on retrouve en biologie, qu'on retrouve notamment chez Ferenczi, l'idée qu'il existe donc dans ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est-à-dire l'histoire d'un individu, eh bien, il y a la répétition tout simplement de l'histoire de la vie, l'histoire de l'espèce, hein. Donc c'est surtout ça l'idée de régression thalassale, cette idée que avant de naître sur Terre, eh bien, il y a tout ce processus qui se passe à l'intérieur du ventre maternel où on apparaît effectivement à l'état, on va dire, de tétard et puis on se développe jusqu'à arriver à un certain stade évolutif. Donc l'idée hein, assez simple, c'est que bah, on répète une phylogénèse, on répète l'histoire de la vie. Et je rappelle, hein, l'histoire de la vie, ça commence il y a 3,5 milliards d'années dans un milieu qui est essentiellement aquatique et où des premières cellules donc sont apparues. Alors, Sapiens, vous dites que Sapiens, il a commencé par être nomade, et puis qu'en même temps, il est à la fois nomade et Homo initiaticus. Alors, nomade, on comprend qu'il se déplace selon les saisons, mais l'initiatique, il se déplace comment? Il se déplace surtout, l'idée d'initiatique, c'est surtout, on va dire, on va le caricaturer comme ça, c'est une sorte aussi de voyage intérieur. Un voyage qu'on fait à l'intérieur de soi. Et Sapiens, justement, c'est ça qui est intéressant. Il se démarque, il a cette spécificité de pouvoir rentrer à l'intérieur de lui-même, il a la capacité de pouvoir questionner sa propre finitude et de pouvoir justement, à partir de ça, de pouvoir se transformer. C'est ça qui est très intéressant, c'est Sapiens, hein. L'idée même que nous sommes une espèce capable de nous questionner sans cesse et de nous remettre en question et d'évoluer aussi, de nous transformer sur le plan individuel et collectif. Et je prétends que ce caractère initiatique, on le trouve déjà à l'ère, dans la période paléolithique, notamment dans ce qu'on peut observer des grottes préhistoriques, hein, que ce soit Lascaux ou autres. Et je prétends que effectivement ces grottes résonnent comme des sortes de temples initiatiques où certainement se jouaient toutes sortes de rites. Hein. Donc, il s'agissait certainement à l'intérieur de ces lieux de faire vibrer tout un ensemble de mythologies initiatiques. On a effectivement des peintures pariétales qui illustrent à merveille tout un ensemble de récits qu'on peut qualifier de mythologiques, bien évidemment. Vous parlez dans votre ouvrage de la démythisation, et on peut se demander, avec vous d'ailleurs,
si cette démythisation n'est pas à l'origine du désenchantement du monde. Alors j'aimerais que vous nous donniez quelques exemples concrets. La démythisation, c'est Mircea Eliade qui va surtout l'employer pour illustrer ce qui se passe, on va dire, au moment où les grandes civilisations vont inventer le livre, la littérature, hein. Et il explique que la littérature, c'est-à-dire que ça traduit déjà le passage d'un mode oral à un mode écrit. Et là, déjà, on opère déjà une première forme de démythisation, c'est-à-dire qu'on enlève au mythe, on va dire, son caractère, on va dire, naturel, son caractère sauvage. Donc, démythiser, c'est faire fonctionnariser un petit peu le mythe, lui enlever son caractère sauvage, son caractère naturel, pour en faire un récit de plus en plus artificiel, de plus en plus dépourvu de tout folklore, de tout caractère magico-religieux. Donc, la démythisation, on peut aussi l'entendre comme une forme de déspiritualisation, c'est déspiritualiser un récit originel et lui enlever donc tout le caractère extraordinaire, magique, surnaturel, et faire en sorte que ce récit à l'origine qui est magique devient un récit qui est faux, qui est mensonger, qui n'a plus vraiment de valeur magique, mais qui a juste une valeur informationnelle, voire historique. Donc c'est ça la démythisation, c'est un petit peu enlever le côté magique, le côté sauvage à un récit qui est à l'origine fabuleux. Et c'est aussi comme ça qu'on peut comprendre la notion de désenchantement du monde, hein, établie par Max Weber ou Marcel Gauchet, cette idée que tout simplement on va enlever au monde son caractère magique, son caractère mystérieux, son caractère extraordinaire. Dans votre ouvrage, le sous-titre de votre ouvrage, c'est Contribution à une éco-psychanalyse. Alors, éco-psychanalyse, c'est la fin d'un cycle qui conduirait, d'après vous, à l'apocastase, alors que on est habitué à dire que la fin d'un cycle, c'est l'apocalypse. Pourquoi et comment expliquer l'apocastase? C'est une vieille notion grecque hein, qui traduit l'idée de retrouver un état originel. Donc, l'idée que je sous-entends, vraiment en essayant de comprendre notre ancêtre préhistorique, c'est de voir finalement que ce qu'on a appris à l'école est assez faux en général, puisqu'on a cette vieille image de l'homme préhistorique, un peu, voilà, un peu rustre, sanguinaire, violent, qui tire sa femme par les cheveux avec une grosse massue. Et donc, cette image d'épinage, voilà, on l'a tous appris à l'école. Je la trouve tellement éloignée de ce qu'était notre ancêtre et de ce que montrent les études anthropologiques en général. Donc, on a un ancêtre, au contraire, qui voilà, avait une forme très athlétique, qui était en très bonne santé, qui était très intelligent. Donc, c'est pas un être arriéré ou débile ou infantilisant. Donc, c'est quelqu'un qui pense aussi bien que nous. Donc, la seule différence entre nous et notre ancêtre, c'est que notre ancêtre avait, on va dire, des connaissances technologiques qui étaient plus proches de connaissances, on va dire, technologiques en lien avec la nature, alors que nous, justement, nos connaissances technologiques, elles sont contre la nature. Donc, c'est ce que j'essaie d'expliquer. La différence, elle se situe surtout en termes de savoir-faire technique, mais sur un plan, je dirais, purement psychique, je pense qu'on ne peut pas dire que nous sommes supérieurs à notre ancêtre. Je dirais même que c'est le contraire. J'essaie de montrer que notre ancêtre avait un savoir-vivre et une capacité à être en harmonie avec le monde, avec la nature et avec lui-même, qui est vraiment contraire à ce que nous sommes aujourd'hui. Votre ouvrage prescrit finalement de refuser l'absolu unique. Il prescrit de accepter ses propres contradictions et il refuse la doxa numérique. Est-ce qu'avec ces comportements, on va retourner? Est-ce qu'on va enfin tous aller au paradis? Disons, ce que disait notre ancêtre, c'est que le paradis, il est là, hein. Donc, le paradis, il est terrestre et c'est à nous de le construire. Donc, cette vieille idée animiste que, eh bien, le paradis, c'est la nature. C'est cette nature qui est devant nous, hein. Je veux dire, c'est ce que j'appelle Gaïa. Hein, Gaïa, c'est la planète, c'est le paradis. Nous sommes au paradis déjà. Donc, c'est déjà prendre conscience que nous sommes déjà situés dans un paradis qui est extraordinaire parce que nous avons une nature qui nous donne tout, qui nous offre tout ce dont on a besoin. Mais l'être civilisé, par un ego démesuré, refuse ce qu'offre cette nature paradisiaque. Donc on préfère lui substituer un monde artificiel
dans lequel eh bien, on va s'engouffrer et dans lequel, malheureusement, on va s'enliser surtout. Parce que c'est surtout ce que je critique, c'est que notre civilisation eh bien, propose un monde dans lequel on s'enlise et qui est en déconnexion complète avec donc le monde naturel. Et là, cette idée d'apocastase ou de ce que j'appelle la paléosophie, c'est simplement, mais vraiment tout simplement de pouvoir renouer avec la terre-mère, de pouvoir se reconnecter, de pouvoir sortir un petit peu des villes, de ces lieux ultra, méga, datacratiques, comme je l'appelle, et de pouvoir tout simplement renouer avec voilà, une vie simple, une vie naturelle, hein, à la manière d'un Tom Sawyer ou d'un Huckleberry Finn. Hein. C'est tout simplement renouer avec ce monde naturel. Et surtout, cette idée que, il y a une interaction possible avec les autres espèces. On peut interagir avec toutes les espèces vivantes. C'est que nous sommes nous-mêmes une espèce vivante capable d'interagir, que ce soit avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Donc, on est en lien avec toutes les espèces vivantes existantes. Et cette interaction est extraordinaire parce que, elle contribue à apporter une énergie vitale qui, pour le coup, est illimitée et qui fait du bien. Donc, enfin, l'idée est vraiment toute simple et vieille comme le monde, mais c'est vrai qu'à force d'être pris par les écrans, par la datacratie, par le fait de produire, d'exploiter de la donnée numérique, on oublie qu'il existe une nature merveilleuse, une nature paradisiaque. Préside l'Association des psychanalystes européens. Voilà, c'est une association professionnelle, voilà, qui a surtout comme intérêt de revendiquer la transmission de tous les courants psychanalytiques. Donc, nous sommes ni freudiens, ni lacaniens, ni jungiens, nous sommes tous ça à la fois. Hein. Donc, cet intérêt de pouvoir enseigner toutes les connaissances liées aux théories sur le psychisme. Et également, nous sommes transdisciplinaires dans le sens où voilà, on ne fait pas que rester entre nous psychanalystes, mais que nous avons aussi la vocation de travailler avec des philosophes, des sociologues, des physiciens, des scientifiques de tous bords, afin de mieux comprendre toutes les interactions possibles qui sont bien sûr qui fondent une meilleure compréhension du monde et de l'humanité. Frédéric Vincent, bravo, bravo pour cette association transdisciplinaire, bravo pour cette tolérance et félicitations pour un ouvrage qui, quelque part, résume un petit peu toute votre action sur le retour à Gaïa, notre terre-mère. Bravo, Merci Jacques. à bientôt.